Est-ce que, après les critiques essuyées de part et d'autre cette semaine, vous ne regrettez pas cette option? Merci bien. Et je pense que il serait dommageable que nous puissions regretter de n'avoir pas permis au gouvernement de réaliser sa mascarade. Et je pense que ce ne serait pas bienséant de notre part de dire que nous regrettions cet acte, parce que cela ne constitue pas vraiment une aubaine pour réaliser la paix. Parce que quand on dit paix, ça veut dire qu'il y a des idées belliqueuses, ça veut dire qu'il y a un malentendu. Quand on parle de paix dans une famille, ou bien dans un pays, dans un lieu, ça veut dire qu'au préalable, il y a quelque chose. Et, et cette chose-là, c'est quand on l'aborde d'abord qu'on finit par parler de la paix. On a signé les traités de paix. Après la guerre, l'amnistie 1945, ou alors le traité de la SDN, tout ça là, je pense que c'est après tout ça là, et que nous avons parlé de la paix. Et je pense que paix, à paix précède d'abord des obsessions belliqueuses. Mais pourquoi dites-vous concrètement que c'est une mascarade? Oui, je dis que c'est une mascarade parce que vous voyez, comme je le disais tantôt, quand on dit paix, on signe la paix, on veut œuvrer pour la paix. Ça veut dire qu'il y a, je ne dis pas absolument guerre, mais ça veut dire qu'il y a conflit. Qu'il y a conflit. Mais c'est quel conflit? Quel conflit il y a? Donc, avant de parler de la paix, mais parlons d'abord du conflit. Mais on ne peut pas parler du conflit. On ne parle pas du conflit. Et brusquement, on dit qu'il faut signer la paix. Imaginez, imaginez-vous que qu'on se lève aujourd'hui autour d'une table. Je prends l'exemple des pays en guerre. Et on se lève, on dit bon, et Israël, Palestine, venez signer, venez, on va marcher pour la paix. D'après vous, est-ce que réellement on peut se lever aujourd'hui et dire aux Palestiniens et aux Israéliens, venez, nous allons marcher pour la paix, nous allons transmettre le flambeau de la paix? Est-ce que réellement c'est faisable? Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre le problème. De quel conflit vous auriez souhaité qu'on parle? Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Bénin traverse une crise tridimensionnelle. Il y a une crise politique, il y a une crise économique, financière, alimentaire, et il y a une crise sociale. Mais toutes ces crises sont génératrices de conflits. Et vous voyez tous les jours des manifestations par rapport à tout ça. Mais est-ce qu'on va laisser les problèmes en l'état et dire on veut allumer le flambeau de la paix? Donc, c'est une crise tridimensionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et sans aborder la résolution de ces problèmes, on ne peut pas dire qu'il y a la paix. Là, ce serait vraiment une mascarade. Mais le fait de parler de paix, ça permet quand même de prévenir quelque chose dans le pays. Et vous le savez, aujourd'hui, le chef de l'État va recevoir le flambeau de la paix. C'est tout à l'heure au Palais des Congrès à Cotonou. On le sait, votre groupe, l'Union fait la nation, un certain nombre de partis politiques de l'opposition, vous avez adressé une lettre au PNUD et la représentante résidente du PNUD au Bénin a répondu à cette lettre en disant que lorsque vous observez bien qu'il y a toutes les tendances qui sont dans le comité d'organisation. Oui, je suis d'avis avec vous que ce n'est pas le principe que nous recusons. Ce n'est pas le principe que nous refutons. Le principe, il est acquis. Le principe, nous sommes d'accord. Mais je vous dis qu'on ne peut pas parler de paix sans disséquer, sans aller au fond de ce qui fait qu'il n'y a pas paix. Et c'est là que le bas blesse. Il faut qu'on aille d'abord à ce qui fait qu'il n'y a pas paix. Et si on finit
alors d'examiner tous les contours concernant cette question, nous pouvons alors dire maintenant, il y a le flambeau de la paix. Bon, est-ce que demain maintenant, d'après vous, demain maintenant, on va transmettre le flambeau de la paix au président? Demain, vous imaginez-vous que la paix va commencer déjà demain? C'est fini déjà? Oui, non, nous voulons être réalistes, c'est tout. Est-ce que malgré vos arguments, vous ne donnez pas l'impression de ne pas participer à la paix dans le pays en refusant la paix? Non, je vous dis tantôt que nous ne refusons pas la paix, que nous sommes pour le principe de la paix. Vous ne participez pas non plus à la paix? Non, nous participons à la paix parce que nous disons que nous ne voulons pas une paix masquée avec des idées belliqueuses. Nous ne voulons pas une paix, disons, comme on le disait dans le jargon de mon métier, un succès d'arrêt de paix, c'est-à-dire une paix factice. C'est ça que nous recusons. La paix, oui, mais une paix factice, non. C'est bien ça. Et désormais, à quoi il faut s'attendre au lendemain de la semaine de la paix? Qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement? Le gouvernement a la clé. Le gouvernement a la clé parce que le chef de l'État est le garant de la paix et par rapport à son serment et par rapport à ce qu'il a juré devant le peuple béninois, il est le garant de la paix. Donc je pense que s'il doit avoir paix, il faut que le gouvernement, ou du moins le chef du gouvernement, respecte son serment qui est celui de garantir la paix dans le pays. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il faut aller chercher peut-être la solution. Mais jusqu'ici, on a quand même vu que le gouvernement n'a quand même pas a toujours respecté son serment, non? Yahya Boni n'a pas respecté son serment, selon vous, jusqu'ici? Mais imaginez-vous, monsieur le journaliste, que si je devais me mettre à citer tout ce qui a entravé la paix, n'eût été la maturité du peuple béninois, et on ne serait pas là à parler de paix aujourd'hui. Il y a suffisamment d'exemples pour montrer que entre les gestes, entre les actes et la parole, il y a un grand fossé. Donner des exemples pour vous rendre peut-être plus convaincant, puisque nous ne croyons pas ce que vous dites. Bon, moi je vais vous donner tout juste un petit exemple. Un petit exemple, parce que pour montrer que deux ensembles sont inégaux, il suffit de montrer qu'il y a un élément qui est dans l'un et qui n'est pas dans l'autre. Donc, même avec un seul exemple, je peux vous montrer que l'esprit de paix n'existe pas. Imaginez-vous, lorsque on a voulu, le pouvoir en place a voulu remplacer le DG des douanes, le DG Mpati Gilles, qui était là, qui était à la CEDEAO et qu'on a appelé au secours pour régler certains problèmes. Lorsqu'on a voulu le remplacer, le président, dans ses prérogatives, bien sûr, a fait appel à un ancien DG. Et je veux nommer respectueusement le colonel Sabou James, qui est un ami personnel et que je salue au passage. Vous imaginez en ce temps-là que les syndicats avaient réclamé que dans la maison, que ça soit de n'importe quelle tendance, parce qu'il y a toutes les tendances dans une administration, que ça soit dans la tendance du gouvernement ou de l'opposition, il y a des cadres capables de diriger cette maison et qui ne voient pas que quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, parce qu'il a été déjà DG et qui a été directeur général adjoint à M. Agossou Joseph, avant d'être directeur général, et que les cadres de la maison ne voyaient pas que celui-là qui a déjà démontré de quoi il est capable ne pouvait plus revenir pour démontrer quoi. Alors, le président a voulu qu'il soit installé par la force. Moi, j'ai remarqué en ce temps-là que n'eût été la sagesse de certains anciens, dis donc, on ne serait pas là aujourd'hui à parler de paix. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et les jeunes qui étaient là,
ceux qui venaient d'être formés nouvellement et qui avaient encore le goût du risque, se disaient que nous avons été tous formés à Ouida. Et la police, et la douane, et la gendarmerie, et l'armée de terre, nous avons tous eu la même formation commune de base. Voilà les jeunes qui ne connaissaient pas Sabo s'opposaient à son entrée dans la maison. Et le pouvoir a envoyé une autre force. Mais nous avons les mêmes armes, nous avons le même armement. Autant la police utilise les AK-47, autant la douane utilise les AK-47, autant l'armée de terre utilise les mêmes AK-47. Et on voulait imposer le DG par la force. Les douaniers sont partis au magasin d'armes et ils ont pris les armes avec les munitions. Ils ont dit, bon, entre la police alors et la douane, et on verra alors qui est venu agresser l'autre, parce que nous sommes chez nous. Et ils sont arrivés. Et il fallut de peu qu'un coup éclata. Mais c'est un acte qui vient me la paix. Imaginez-vous que la douane et la police se mettent à tirer entre elles, deux forces paramilitaires. On va appeler peut-être la gendarmerie au secours, on va appeler pour rétablir l'ordre. Mais pendant ce temps, la douane est aux frontières, un peu partout. Mais ça va embraser tout le pays, parce que lorsqu'on va apprendre qu'un douanier est mort, ou bien c'est une série, on a tiré dans les douaniers, les douaniers aussi vont commencer par tirer dans les policiers, apporte-nous partout. Ça, je vous dis qu'il suffit d'un seul exemple pour montrer si vraiment on veut la paix. Là, on veut seulement manifester son orgueil parce qu'on ne supporte pas la contradiction. Celui qui ne supporte pas la contradiction ne peut pas dire qu'il est homme de paix. Voilà juste un exemple. Je peux en donner d'autres. Donc, vous pensez qu'Yaya Boni ne supporte pas la contradiction? C'est ce que vous dites? Oh oui, ça là, il ne supporte pas la contradiction. Il ne supporte pas la contradiction, et du fait qu'il ne supporte pas la contradiction, il a du mal à accepter des idées contradictoires. Puisque, au même moment, il dit souvent qu'il veut la paix, et parallèlement, dans les actes, on voit qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse amener la paix. Donc moi je pense que, comme je vous l'ai dit, pour montrer que deux ensembles sont inégaux, il suffit de montrer qu'il y a un élément dans l'un qui n'est pas dans l'autre. Et on prouve que les deux éléments sont inégaux. Donc on n'a pas besoin de s'éterniser par rapport à ça. Un exemple suffit pour montrer que celui qui veut la paix n'oppose pas deux forces militaires ou paramilitaires. Honorable Louis Vlavono, nous allons changer de sujet. Si vous le voulez bien, nous allons parler de l'accord G4 Force Clé. Si l'accord obtenu entre le G4 et Force Clé il y a quelques semaines relève sans nul doute d'un exploit politique, est-ce qu'il n'y a pas la grande faiblesse, cet accord, je veux dire, d'être plutôt utopique lorsqu'on connaît les antagonismes avérés qui avaient souvent caractérisé les différentes composantes de ce groupe politique? Ouais, je vous remercie beaucoup par rapport à cet accord. Et je pense que cet accord peut être analysé de plusieurs façons. Tout d'abord, l'accord n'est pas venu comme ça en l'air et sans un cheminement. Et pour vous dire que utopie, je pense qu'il ne faut pas, le mot est trop fort. Non pas parce qu'il y a entente parfaite et que nous sommes au niveau déjà d'une perfection. Non. Mais, imaginez-vous qu'au départ, il y avait déjà un noyau Wologede au départ. Qui, ensuite, donc déjà, il y avait déjà cet apprentissage à rester et à vivre ensemble. Ensuite, il y a eu ADD. ADD, avec un noyau central composé de la RB, du PSD, du MADEP, avec d'autres partis qui n'ont pas pu faire élire leurs députés à l'Assemblée nationale. Parce que ADD, ce n'est pas seulement les trois partis, mais ce sont ces trois partis-là qui ont pu
sortie des députés. Vous voyez, il y a déjà un cran en plus. Et ADD, c'est solidement ancré au niveau de l'hémicycle. Et compte tenu alors de ce que l'ADD était très uni, et voyant que le PRD était dans une même dynamique d'unité, alors le PRD s'est ajouté, ce qui a fait ensuite le G4. Pendant ce temps, c'est pour vous tracer qu'il y a un cheminement et qu'on ne peut pas parler d'utopie puisque ce n'est pas venu du jour au lendemain. Alors, après, nous avons vu que le G13 a été trahi par rapport aux promesses qui lui avaient été faites. Et par rapport à cela, le G13, il y a eu une unité de pensée par rapport maintenant au G13 et au G4. Et ainsi de suite, la famille s'est agrandie. Vous voyez que c'est un cheminement qui a conduit nécessairement au G4 et avec Force Clé qui s'est ajouté parce que nous étions dans la même vision. Donc vous voyez un cheminement qui part de si loin, c'est-à-dire depuis 2006 et qui continue. C'est comme un bébé. Il trébuche, il se relève, il se tend la main, il tend la main à sa maman, ainsi de suite, et il se lève et il grandit. Donc en grandissant, on élimine les imperfections et on rabote, et au fur et à mesure qu'on avance, ça devient plus sérieux. Alors donc, c'est comme ça qu'il faut voir ce cheminement. Et lorsqu'un cheminement est comme ça et avance lentement, mais sûrement, on ne peut plus parler d'utopie. En écartant le G13, est-ce que cela ne sape pas l'opposition? Et je pense qu'il y a une certaine façon de voir et qui a besoin quand même d'éclairage. Vous avez vu que le G4 est Force Clé. Le G4 là c'est quoi? Je vous ai dit que c'est le parti PSD, le parti MADEP, le parti RB et le PRD et ensuite maintenant l'Alliance Force Clé. Vous avez vu que c'est des partis. Ah bon. Est-ce que le G13 est un parti? Un groupe de partis. Oui, un groupe de partis, mais plutôt un groupe de députés à l'Assemblée nationale, dont les prises de position n'engagent pas nécessairement les chefs de parti. Dès cet instant, on ne peut pas signer un accord avec le G13 qui n'est qu'une modalité de fonctionnement de l'Assemblée. Parce que c'est un groupe parlementaire. Au même titre que ADD, Nation et Développement, ADD, Paix et Progrès, et PRD, PRS. Lorsque vous prenez ADD, Nation et Développement, vous allez y trouver le MADEP, bien sûr, et la RB, ainsi de suite. Et lorsque vous prenez le PSD, vous allez trouver aussi le MADEP, vous allez trouver le PSD, mais on n'a pas, ce ne sont pas les groupes parlementaires qui ne sont que des structures de fonctionnement de l'Assemblée nationale qui ont signé un accord entre eux. Mais c'est les partis individuellement qui ont signé. Alors, dès cet instant, les partis, vous savez, une conjointe de coordination ne coordonne que deux choses de même nature. C'est vrai en grammaire, mais la réalité ici sur le terrain, c'est que cela génère de la frustration. Un membre comme M. Arifari Bakwa a dit qu'il a été surpris par cet accord-là. Oui, c'est de la grammaire, mais c'est de la logique aussi. On ne peut pas ajouter des poules à des moutons. Ça va donner quoi? Des poules moutons? On ne peut pas ajouter. Quand on veut dire, bon, et on ajoute
2 pintades et avec 2 canards, il vaut mieux dire à la fin ça donne des oiseaux. Mais on ne dira pas, on ne dira pas, et on ne dira pas qu'on va tenir pintade canard. Alors, donc si il veut avoir alliance avec les groupes parlementaires, on obtiendra une alliance avec les groupes parlementaires. Si on veut faire une alliance avec les partis, le parti de Arifari signera l'accord avec les G et F, comme on le dit. Mais en ce temps-là, on ne peut pas opposer à l'accord des G et F, du G4 et Fosclé. On ne peut pas leur opposer le fait qu'ils n'ont pas signé avec G13. G13 n'est pas de même nature que parti. Et on ne connaît pas l'accord de parti pour qu'on dise que c'est une alliance de parti. On ne peut pas non plus nous démontrer qu'il y a cet accord d'alliance de parti qui forme une alliance G13. G13, c'est un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est clair. Selon certains observateurs, peut-être que vous n'avez pas crevé l'abcès, ce qui divise ou ce qui explique cet accord-là, c'est que le G13 est dans l'option de soutenir Biotchané pendant que vous voulez peut-être rester derrière Adrien Mbedji ou Liadi Soglo. Ah, là, et vous êtes en train de m'apprendre quelque chose de nouveau. Non. Je sais qu'il y a des individualités, des personnalités et des individualités de G13 qui supportent, qui ont une admiration pour Biotchané, parce que je ne sais pas s'il est encore candidat, qui a une admiration pour Biotchané. Et dans un même parti, vous pouvez voir des gens qui ont autant d'admiration pour Biotchané que pour Liadi Soglo ou pour Mbedji dans le même parti. Mais c'est lorsque les partis prendront la décision qu'on saura effectivement que tel parti. Moi, je pense toujours que il ne serait pas bien séant que nous raisonnions par rapport à G13 et les partis. Et je trouve que le débat sera biaisé. Je pense que on va dévoyer la chose un peu parce que je ne suis pas dans la dynamique de raisonner G13 avec parti. Je veux, si vous me dites maintenant, le RPR ou bien l'UPR est ici et l'Alliance 1 est telle, bon là, je suis d'accord. Mais G13 là, je suis toujours un peu gêné parce que c'est un groupe parlementaire. Je dis toujours que c'est un groupe parlementaire. Ce n'est pas une alliance de partis. Est-ce qu'il est à attendre les jours à venir, la même démarche envers les partis d'origine de ces députés G13? Mais l'accord dit que l'accord est ouvert. Ce n'est pas fermé. Ce n'est pas fait. Tout mouvement, tout parti qui se retrouve dans cet accord tout mouvement serait le bienvenu, tout parti serait le bienvenu dans ce cercle. Ce qui gêne quand même, honorable, dites-le nous, au lendemain de la marche, il y avait une marche que vous avez organisée lorsque le gouvernement avait empêché une marche des syndicats. En ce moment-là, on a une union qui s'est rapidement constituée, Union fait la nation, et dans cette union-là, il y avait le G13. L'union fait la nation. Ça, c'est dans la force de l'action, dans la force de l'action que nous avons. On s'est tous tenu la main et on s'est dit, ce n'est pas beau ça, ce n'est pas bien ça. Ah mais si on pouvait faire un comme ça, mais que c'est bien. Et l'idée a germé et que ça comme ça, mais il faut concrétiser. Et c'est là que je vous dis que au moment de la concrétisation, on a vu que effectivement il y a les députés du G13, mais on n'a pas, ce ne sont pas les partis qui étaient visiblement qui se font remarquer pour dire que bon, aucun parti du G13 n'est monté au créneau pour dire il y a ceci, il y a cela. Je pense toujours que ça, c'est dans la force de l'action, on a trouvé que, mais ce n'est pas beau ça, mais si on pouvait se mettre ensemble, mais c'est bien. Mais dans la déclinaison en actes
de ce principe, je pense qu'il faut, il faut, il faut des fondamentaux. Et ces fondamentaux, on ne peut pas allier les députés pris individuellement avec des partis. Est-ce que le minimum à attendre de vous, je veux dire, du G4 de Force Clé n'était pas d'être averti de ce que devait pouvoir avoir un tel accord? Je veux dire, les députés G13 devaient attendre cela de vous. Oui, les députés, je pense que s'ils disent qu'ils ne sont pas informés, c'est parce que c'est la formalisation. Peut-être que c'est de ça qu'il s'agit. Mais nous sommes tous à l'Assemblée et nous sommes tous dans les groupes, ainsi de suite. Les groupes, il y a interconnexion entre les groupes. Il y a des réunions intergroupes. Il y a beaucoup de choses. Bon, la formalisation, peut-être que c'est ça qu'il condamne. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu écrire à chaque parti? Parce que je vous dis toujours qu'on ne peut pas écrire au G13. Les partis ne peuvent pas écrire au G13. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Dans la forme, quelle forme ça va prendre? Lorsqu'un parti va écrire au G13. Le G13, c'est une alliance de 7 partis, mais qui non plus n'a un fondement juridique. On ne voit pas l'accord d'alliance qui est entre les partis du G13. Nous ne voyons pas ça. Mais ce que nous disons, c'est des députés issus d'au moins 7 partis qui se retrouvent pour penser ensemble. Donc, si on parle d'information, je pense que c'est une information formelle, c'est-à-dire d'échange de correspondance, des choses comme ça. Mais on va écrire à quel parti? Donc, il faut écrire aux 7 partis. Et là, ce n'est plus le G13. Je dis toujours qu'il faut écrire alors aux 7 partis représentés là, mais ce n'est pas au G13 qu'on va écrire. Et je pense que c'est très important de comprendre ça. Tant qu'on ne va pas comprendre que les GIF, l'union, enfin disons, le protocole d'accord des GIF là, que ça concerne les partis et non les groupes parlementaires, je pense que on sera toujours à côté on passera toujours à côté. En isolant le G13, et on suppose que entre-temps, cette formation politique piquait une colère et puis retournait à la case de départ, retournait au FCBE. Quelle serait la réaction du G4? Non, je vous dis toujours que ce raisonnement ne me sied pas. Pas dire ce raisonnement du G4 et Force Clé par rapport au G13, c'est un raisonnement qui ne me sied pas parce que le G4 est formé de partis. Le G13 est un groupe parlementaire de certains partis représentés à l'Assemblée nationale. Donc, raisonner G13 par rapport à G4, ce n'est pas. G4, c'est 4 partis. G13, c'est 13 députés. Donc, on n'est pas dans le même système. Hein, c'est comme si vous voulez faire une addition dans le système décimal où il y a de 0 à 9 et vous voulez faire une addition dans le système binaire qui ne compte que 0 et 1. Mais vous n'allez pas avoir la même chose. Vous voulez tracer une courbe. Vous tracez une courbe dans l'espace 3, E3. Et vous voulez tracer en même temps une courbe dans E2. Et vous voulez avoir la même configuration? Non. Je pense qu'il faut raisonner. Pour que nous soyons sur la même ligne, il faut raisonner par rapport au parti et non par rapport à G4 qui est une alliance de partis et G13 qui est une alliance de députés. Et je pense qu'il faut raisonner comme ça pour que nous soyons dans le même système de raisonnement. Honorable Louis Vlavonou, la candidature unique, malgré qu'elle soit prescrite noir sur blanc dans cet accord, mais reste le gros socle de cette utopie qu'on dénonçait il y a un instant. Que répondez-vous à cela? Oui, je vous ai déjà dit que c'est un processus. C'est un processus qui a démarré depuis longtemps et qui avance inexorablement. Et par rapport à ça, je vous disais que tout tantôt, ce n'était pas une utopie. Et qu'au fur et à mesure qu'on avançait, au contraire, l'alliance se reprécise et se consolide dans la mesure où ce qui nous
ce qui nous unit dépasse ce qui pourrait nous diviser. Donc, je ne suis pas du tout dans la dynamique que c'est une utopie ou bien que ça ne se réalisera pas. Tout ça là, c'est pour ça qu'on dit. Il faut, on a eu le temps de déblayer le terrain, on a eu le temps de se vider. Ce que tu m'as fait en 1991, en 96, en 2001, et ce que tu m'as fait en 2006, tout ça là, on a mis ça en fait casse sur table. Chacun s'est vidé et c'est comme ça qu'on signe la paix. Chacun s'est vidé complètement. Le PRD a dit tout ce qui lui a fait mal et pourquoi il a agi de telle ou telle façon en telle année ou telle année. La RB s'est vidée, le PSD s'est vidé, le MADEP s'est vidé, chacun s'est vidé et c'est au lendemain de tout ça qu'on s'est retrouvé à Boycon-Abomey. Et après, les militants, sinon les responsables, les leaders ont demandé à Boycon de jurer qu'ils ne vont pas trahir la confiance placée en eux. Et je pense que publiquement, ils sont tenus la main avec la Jarre Passoire, soutenue par Hueto, Colette, je me souviens très bien, et encadré par les autres leaders, tout ça pour dire que plus jamais nous n'allons plus nous trahir. Et je pense que c'est un serment qui a été fait à Boycon. Et à partir de là, je pense que nous avons essayé de défricher complètement le terrain et qu'on peut semer, maintenant la candidature unique dont vous parlez, sans embâche et sans risque d'éclatement. Ça, je peux vous le garantir. Si ce n'est pas un secret, est-ce que vous pouvez nous dire déjà derrière qui le G4 s'allie, Liadi ou Ngweji? Non, et la question, je ne peux pas dire que la question n'est pas à l'ordre du jour, mais je peux vous dire que le moment opportun, et vous serez informés de ce que les uns et les autres auraient choisi, que ça soit. Mais dites-vous que on n'a pas encore choisi quelqu'un. Tout le monde est candidat potentiel. Mais vous pouvez me dire maintenant qu'au PSD, ils n'ont pas un candidat potentiel? Ah non. Et depuis que les élections sont passées, ils pensaient bien qu'ils pouvaient présenter un candidat. Vous ne pouvez pas me dire que le MADEP n'a pas un candidat potentiel. Encore moins le PRD ou la RB. Donc tout le monde, c'est Hueto, il a été candidat déjà. Bon, donc tout le monde est candidat potentiel. Mais puisque ce qui nous unit dépasse ce qui peut nous diviser, le moment venu, je pense que nous allons taire tout cela et nous accorder sur un. Donc ce moment-là, ça viendra. Et finalement, comment on va aboutir alors à ce candidat unique? Ah oui, on va aboutir à ce candidat unique sur des principes, excusez-moi, des principes quand même de pour, de contre, qui a plus de chance, qui n'a pas plus de chance, et quels sont les éléments qui militent en faveur de tel ou tel. Et c'est après ça là que les modalités pratiques maintenant sont à l'étude. Mais ça a commencé, cette réflexion a commencé déjà où ça va venir? Ah oui, non, ça commence déjà au niveau de chaque parti. Et chacun doit pouvoir placer l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier personnel. Et à ce titre, chaque parti réfléchit déjà aux chances des uns et des autres. Comme je vous le dis ici, nous connaissons ceux qui peuvent peut-être être candidats dans l'un ou l'autre parti. Et à partir de ce moment, chacun à son niveau réfléchit quelles sont mes chances par rapport à tel ou tel. Et on fait ce travail de réflexion de part et d'autre, ce qui fera que lorsque chacun fera ce travail-là, on se retrouvera ensemble pour confronter les analyses des uns et des autres, et ça nous permettra de dégager un candidat. Vous le dites si bien, mais la presque au quotidien relève qu'il y a des obstacles à ce principe de candidature unique, notamment la renaissance du Bénin avec la candidature de Liadi Soglou. Qu'est-ce qui se passe réellement? Oui, bon, là, je peux vous dire que, je ne sais pas d'où la presse tient ces informations. Ce que moi je sais, c'est ce que je dis. Parce que, vous savez,
ce qui est souvent gênant, c'est qu'on est en dehors d'un système et on veut dire ce qui se passe dans un autre système. C'est ça qui est gênant. Moi, c'est-à-dire que c'est les éléments, ce sont les éléments qui sont dans le système des GIF par rapport à la désignation d'un candidat unique qui peuvent vous parler. Et là, vous allez dire que, ah mais, d'après telle personne, d'après tel parti, mais il semble que c'est ceci. Et là, nous sommes d'accord. Mais si vous me prenez quelqu'un qui est en dehors du système pour dire que c'est... Nous sommes sur un terrain où on prêche le faux pour avoir le vrai. Nous sommes sur un terrain où on peut faire du dilatoire rien que pour avoir des informations. Bon, si vous êtes journaliste d'investigation, par exemple, mais vous avez vos systèmes pour estorquer des aveux, pour pouvoir avoir des informations par-ci, par-là. Donc, ça peut participer de cette stratégie pour voir ce qui se passe au sein des GIF. Mais moi, j'ai pu vous dire, en tant que membre des GIF, j'ai pu vous dire tout simplement que ce n'est pas... que la question est en réflexion au niveau de cela. Et je ne vois pas un membre du AEB qui a dit maintenant, bon, Yali sera candidat. Je n'ai pas encore vu quelqu'un du PRD qui dit Humbayi sera candidat. Ou ni du MADEP qui dit Yali sera candidat. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Donc, il faut prendre les informations et considérer ce que nous, qui sommes à l'intérieur, nous vous disons, au lieu, par exemple, de considérer ce qui est chaud là. Pour moi, c'est comme si on prête du faux pour avoir le vrai. On sait que 2011, c'est à nos portes. Est-ce que le temps de réflexion au niveau du G4, est-ce que ça ne dure pas? Ah, vous savez, plus un fruit est lent à cueillir, plus il est tout. Plus plus on marche bien, hein, le bol alimentaire, plus la digestion est facile. Et par rapport à cela, le travail qui se fait dans les coulisses, si ce travail est bien fait, ça peut être à 6 mois, ça peut être à 1 an. Nous, on pense que ce n'est pas trop parce que c'est ce travail-là qui permettra que lorsque la candidature sera déclarée, qu'il n'y ait pas de contestation, qu'il n'y ait pas les amis d'en face qui puissent les diviser à partir de tout ce qu'on peut imaginer. Si vous permettez, Virgile Larouansè, nous allons quand même profiter du passage de l'honorable Louis-Yves Lavonou sur nos plateaux pour quand même chercher à comprendre l'accord que certains membres du G4 sont allés conclure à Paris. La presse en parle depuis quelque temps. Pourquoi ils ne sont pas restés au Bénin et qu'ils sont allés dans la capitale française? Oh, mais vous savez, je reviens toujours à ce que j'ai dit. Qui sont ceux qui l'ont dit? Ce sont ceux qui le disent. Bon, ceux qui le disent, c'est ceux qui ne sont pas dans le système. Et dès qu'ils ne sont pas dans le système, ils peuvent prêcher le faux par le vrai. La preuve, c'est que Mme Rosine, à l'Assemblée, la dernière fois, a dit mais mon mari était préoccupé par les problèmes de la mairie, de Cotonou, de la souffrance des Cotonois et des Cotonoises. Et une certaine presse trouve qu'ils sont partis raser les murs pour chez un notaire pour pouvoir signer un accord. Vous voyez comment on nous traite dans ce pays. Ouais, donc c'est juste un exemple pour montrer que des affabulations. Et moi, je ne suis pas informé que les leaders se sont rencontrés à Paris pour signer un accord. Moi, je peux vous dire que c'est faux. À l'heure où nous émettons, est-ce que l'honorable Louis-Yves Lavonou peut certifier que le président Idi Kolaolé est au pays? Oh, mais absolument, Idi Kolaolé est au pays. Hier, Idi Kolaolé était à l'enterrement du papa de Toimbo Ildefonse. Et c'est Foufaboum. Foufaboum est au pays. Foufaboum est chez lui. Il est à Ouéré. Présentement, je vous parle, Foufaboum est à Ouéré. Idi était à Ouéré hier à l'enterrement de notre cher et regretté, le papa d'Ildefonse, qui est le secrétaire général adjoint du MADEP. Et Bruno Amoussou. Ah, Bruno Amoussou, moi je pense que ce que je peux vous dire, je n'ai pas eu d'entretien avec les gens du PSD et donc je ne peux pas parler au nom du PSD. Ce que je sais, c'est que le président de mon parti, il est présent
le territoire. Et d'après ce que Mme Rosine a dit la dernière fois, c'est que son mari est aussi au pays. Bon, maintenant, si Amoussou est dehors, tout ça, je pense que un membre du PSD serait mieux placé pour attester. De toutes les façons, je ne connais pas sa position. Mais déjà, quand même, dans le G4, et je sais que Sakwito aussi est au pays, puis on était à l'Assemblée ensemble la dernière fois. Donc finalement, tout est faux. Moi, je vous dis que si c'est se rencontrer là-bas pour signer un accord, je sais que ce n'est pas juste dans la mesure où tout ce monde-là est au pays. Vous avez vite vu de la fabulation prêchée, divulguée dans la presse, mais il a été dit de vous que vous n'avez pas respecté la consigne de ne pas aller à la haute cour de justice. Aujourd'hui, vous êtes ici. Qu'est-ce qui est votre vérité? Oui, merci bien de me donner l'opportunité de parler un peu peut-être par rapport à ça, quand bien même le moment n'est plus indiqué. Parce que je dis souvent que il y a des fautes qui ne se réparent pas. Il y a des péchés qu'il a du mal à réparer. Je le dis parce que les péchés de calomnie ne se réparent pas. Vous allez au marché et vous dites à quelqu'un, et vous avez gongonné partout que voilà un voleur, et tout le marché a vu que c'est un voleur. On l'acclame, enfin disons, on le désavoue, on lui jette la pierre, et vous vous rendez en fin de compte qu'il n'avait pas volé. Et le marché qui suit, vous allez après pour dire, ah mais ce que j'avais dit la dernière fois c'est faux, hein, et ils n'ont pas volé. Est-ce que vous êtes sûr que c'est les mêmes qui étaient au marché il y a 5 jours, ce sont les mêmes là qui sont au marché aujourd'hui? Et qui va relayer que c'est faux? Alors donc c'est des péchés qui ne se réparent pas souvent. Alors ceci dit, je peux vous dire que par rapport à la haute cour de justice, je peux vous attester ici et maintenant que c'est peut-être un petit problème de dysfonctionnement. En ce sens que on a beaucoup dit qu'il y a eu une consigne pour boycotter, et peut-être que l'information n'était pas arrivée à mon niveau et moi je n'étais pas au courant qu'il y avait une consigne qu'il fallait boycotter la séance, dans la mesure où j'ai posé la question la veille et on a dit la réponse, on avisera au moment opportun. Vous avez posé la question à qui? Ah, mais j'ai posé la question à un responsable du groupe parlementaire. Ne me dites pas que je mens. Non, je ne mens pas. Je ne mens pas, mais j'ai posé la question à un responsable du groupe parlementaire qui m'a dit le lendemain, on avisera. Bon, le lendemain, jusqu'à ce qu'on vienne dans l'hémicycle, il n'y avait pas, on n'a pas avisé qu'il y avait boycott. Et chaque groupe parlementaire se réunit pour savoir ce qu'il faut faire. Moi, je suis dans le groupe parlementaire ADD Nation Développement de Mme Rosine Soglo. Elle a convoqué sa réunion du groupe parlementaire. On y était. Et on lui a dit, bon, mais il semble que nous ne voyons pas les autres, hein, tout ça là. Elle dit, ah, mais est-ce qu'elle n'est pas membre du G4, des GIF? Mais si elle est membre des GIF, il y a une position, ou bien de l'intergroupe, qu'on devait pouvoir le lui dire. Mais qu'on ne lui a pas dit cela, donc elle n'est pas au courant qu'il y a boycott. Elle a demandé à chacun des membres du groupe qui étaient là, qui est au courant qu'on doit boycotter. Tout le monde a dit qu'il n'est pas au courant. Tout le monde, chacun a répondu individuellement qu'il n'était pas au courant. Moi aussi, j'ai dit que je n'étais pas au courant. Il dit, bon, mais nous ne pouvons pas être des députés de seconde zone. Et s'il y a une décision comme ça, comment on peut ne pas avertir notre groupe parlementaire? À partir de ce moment, et nous ne voulons pas être des députés de seconde zone, des députés Godillot. Si on ne nous a pas avertis, il faut qu'on se présente. Donc c'est comme ça que le groupe parlementaire, donc au lieu de voir Vlavonou, il faut voir le groupe parlementaire a décidé d'être dans la salle. Donc, et je faisais partie du groupe parlementaire. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans la salle. Et vous étiez candidat, vous avez été élu?
Oui, c'est une candidature qui était là depuis 2 ans, qui était là depuis 2 ans. Parce que la candidature, c'était une candidature du MADEP, c'était pas une candidature de Vlavonou, c'est une candidature du MADEP. Et, c'était pour réparer une certaine injustice, parce qu'à l'ADD, comme je vous l'ai dit, il y avait 3. Il y a le PSD, il y a la RB et il y a le MADEP. Et il était convenu de manière informelle que ces 3 devaient se retrouver à la conférence des présidents. Et à la fin, en fin de compte, le MADEP ne s'est pas retrouvé à la conférence des présidents. Et il fallait lui donner un lot de consolation. Et on a dit, bon, lorsqu'il y aura élection à la Haute Cour de justice, qu'on va privilégier le MADEP. Donc, le MADEP avait ce poste-là depuis, au nom même de l'ADD, parce que le PSD est président de la conférence des présidents, la RB également, le MADEP non. Bon, ça c'est un strapontin qu'on avait donné juste au MADEP pour le consoler. Et donc c'était un candidat du MADEP. Et au sein du MADEP, bon, j'ai été désigné alors pour dire, bon, bon, vous voyez, c'est pas, il dit qu'il y a des présidents de l'Assemblée qui viennent discuter encore un poste de choses-là avec d'autres militants. Bon, encore moins le président du parti. Et entre-temps, le projet Abiola était déjà au gouvernement. Bon, donc, il restait ma pauvre personne pour représenter le MADEP. Donc, c'est comme ça que je sois là, que je ne sois pas là. C'était un poste au MADEP. Et le MADEP n'avait qu'un seul candidat, c'était moi. Donc, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas un poste qui est discuté ou bien un certain Vlavonou a voulu aller de force. Non, ce n'était pas du tout ça. Donc, voilà un peu le cheminement de cette candidature-là. Depuis la Haute Cour de justice a été installée, vous avez sans doute commencé par travailler. Mais dites-nous, qu'est-ce qui se fait pour que la Haute Cour de justice, celle-là qui est là aujourd'hui, ne soit pas, on va dire, comme les précédentes? Oui, vous avez écouté l'allocution du président enfin de la Haute Cour de justice, le professeur Holo, et qui aujourd'hui met tout en œuvre. Je pense que nous nous réunissons régulièrement. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la relecture des tests et faire des propositions d'amendement, puisque sans aller à la refonte même des tests et des lois organiques, il sera difficile de déclencher quelque mouvement que ce soit. Donc d'ici là, vous allez voir qu'il y aura un séminaire pour la relecture des tests et puis le déroulement de l'audience blanche, des choses comme ça, et pour pouvoir savoir où attaquer afin d'être beaucoup plus efficace. Et quel point de texte vous voulez retoucher? Ah oui, mais vous savez que la procédure est assez longue et l'Assemblée joue un rôle prépondérant. Vous savez, d'abord, c'est une cour politique. Et c'est pourquoi le politique pèse beaucoup plus. Et imaginez-vous que il faut d'abord voter l'accusation. Il faut, à l'Assemblée, vous savez, et c'est les 2 tiers. Je pense que c'est une majorité qualifiée de 2 tiers. Et pour l'avoir, dans une assemblée à géométrie variable, ce n'est pas facile. Comment faire pour que ces difficultés-là soient contournées, pour que n'importe quel homme politique puisse être jugé sans... Je pense que je n'irai pas au devant des choses, puisque nous avons invité des experts en droit, que ce soit en droit constitutionnel, que ce soit dans d'autres spécialités, venir nous décortiquer cela. Et je pense que c'est lorsqu'ils le feront que moi, je pourrais vous dire avec certitude, voilà tel pan, il faut corriger, voilà tel pan, il faut corriger. Donc nous-mêmes, nous sommes en train de nous approprier les tests et de les posséder avec l'aide des spécialistes. Il faudra attendre peut-être ça pour pouvoir savoir ce qu'il faut corriger. Honorable Louis Vlavonou, je rappelle aux amis auditeurs que vous êtes membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Eh bien, le budget de l'Assemblée nationale a justement été voté cette semaine sans avoir respecté la lettre de cadrage du gouvernement.
Le budget s'élève à 8 milliards 700 millions environ de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas déjà un projet de guerre ou de mésentente entre le gouvernement et l'Assemblée nationale que vous venez ainsi de poser? Oh, je vous remercie bien et je pense que non, je pense qu'à ce niveau, il ne devrait pas avoir de problème parce que, vous savez, tous les budgets sectoriels viennent à l'Assemblée et nous disons des budgets très peu de secteurs sectoriels respectent aussi la lettre de cadrage. Je pense que il faut vous dire que c'est juste un repère. C'est un repère. Il s'agira de ne pas trop se distancer de ce repère-là, mais d'être dans l'environnement immédiat de ce repère. Donc ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas un taux fixe qu'il faut respecter en tant que tel, mais il faut être autour de ce taux. Donc il ne devrait pas avoir de sinon, si nous devrions vraiment faire jouer à l'Assemblée son vrai rôle, bon, ce ne serait pas à ce taux qu'on serait. Ou même vous savez que le travail fait par la Commission des finances et le taux, nous avions un dépassement de 3%. Et c'est avec l'ensemble des députés maintenant qu'ils ont trouvé que la Commission s'est auto-flagellée, enfin, disons, à essayer de martyriser même l'Assemblée dans ses prérogatives. Et la plénière a décidé qu'on augmente un peu les fonds par rapport au contrôle. Un peu, vous avez dit, mais vous êtes allé jusqu'à 7,55%. Oui, bon, mais ça fait combien en plus? C'est ça par rapport au budget qui va arriver, ça fait combien en plus? Lorsque tu fais delta de T sur T, tu trouves epsilon, donc ça ne donne pas grand-chose. Donc vous soutenez comme Epiphane que ça ne permet pas de contrôler le gouvernement? Ah oui, mais ça ne permet pas de contrôler efficacement le gouvernement. Ça c'est clair, c'est vrai, c'est juste. Ça ne permet pas de contrôler efficacement le gouvernement. Vous êtes dans la commission des finances, c'est votre travail. Pourquoi vous avez privilégié le volet législation plutôt que le contrôle du gouvernement? Oui, vous savez, nous pensons déjà que c'est progressivement que nous allons faire cela. Vous voyez déjà à ce niveau, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Même dans le budget de l'État, on ne procède pas aux augmentations anarchiquement. Là, déjà, nous sommes déjà presque à 200% d'augmentation par rapport à ce que nous prévoyons pour le contrôle de l'argent gouvernemental. 200 millions, on est parti à 300 millions, on est parti à 300 millions. Même si c'est insignifiant, lorsque celui qui lit bien le budget verra que, mais à cette rubrique, il y a une augmentation de 200%. Ah, mais que ça là, c'est grave, c'est pas bien. On ne peut pas dans une rubrique faire une augmentation de 200%. Ça veut dire alors que la manière dont c'était confessionnel, c'était mauvais, ou bien là, c'est que vous faites maintenant qui n'est pas bien. Alors, donc, déjà à ce niveau, même si le montant est dérisoire, c'est déjà un effort pour comprendre qu'il faut augmenter désormais. Donc, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas aller au-delà de ça. Sinon, vous allez voir que de 7% d'augmentation par rapport au budget de l'année 2009, on irait peut-être à 10, 15, 20%, ce qui ne se comprendrait pas. L'Assemblée nationale a son budget exercice 2010. Le budget de l'État exercice 2010 est à venir également au mois d'octobre, si les choses vont normalement. Est-ce qu'il faut s'attendre à un vote facile, puisqu'on sait que le dernier budget n'a pas été aussi facilement voté? Bon, je sais que aucun vote n'a jamais été facile, ça c'est clair. Ce que je puis vous dire par rapport à ce budget, si ça doit être difficile, alors ce serait parce que il n'aurait pas eu un collectif budgétaire. Parce que la manière dont les investissements se font, la manière dont les ressources internes sont mobilisées, les ressources externes sont mobilisées, aujourd'hui, nous sommes complètement en deçà de ce qui était prévu. Et nous avons suivi une émission où, je pense que c'est Golf FM qui avait interrogé le receveur du bureau Cotonou-Port, avait interrogé le chef de brigade, ainsi de suite, certaines autorités portuaires.
de la douane et qui avait fait état de ce que vraiment les recettes baissent. Mais ces recettes qui baissent là étaient prévues pour quelque chose. Dès lors que ça baisse aujourd'hui, quelle est la nouvelle donne? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Donc, pour que ces questions ne reviennent pas après, je pense qu'il serait bon qu'il y ait un collectif budgétaire. Et c'est par rapport à ça, lorsqu'on aura débattu de beaucoup de choses au niveau du collectif budgétaire, alors le terrain serait balisé. Donc, si ça doit être difficile, c'est nécessairement parce qu'il n'y aurait pas eu un recentrage de tous les projets et de tout ce qui avait été prévu par rapport au budget 2009. Mais est-ce que le collectif budgétaire est encore possible aujourd'hui? En tout cas, moi je trouve que c'est une obligation. Mais on est déjà en retard, non? Oh, bon, ça dépend de ce qu'il y a dedans. S'il n'y a pas de dépenses, de nouvelles dépenses prévues, puisque moi je pense que ce ne sont pas des nouvelles dépenses qui sont prévues, c'est des réorientations du crédit. Ce serait juste des réorientations du crédit, ce serait de revoir l'ambition du gouvernement à la baisse, et sur 400 milliards à mobiliser comme ressources extérieures, je ne sais pas à combien le gouvernement est par rapport aux ressources internes que le gouvernement doit mobiliser, je ne sais pas à quel niveau il est. Donc c'est par rapport à tous ces éléments-là que le gouvernement devra revoir ses ambitions à la baisse de 1200 milliards, je ne sais pas à combien on sera, et par rapport au taux d'exécution. Donc, comme ce ne sont pas des nouvelles dépenses, comme ce fut le cas avec la Sensad et autres, comme ce ne sont pas les nouvelles dépenses et des projets immédiats à réaliser, je pense que normalement, même si le gouvernement envoyait, on pourra rapidement étudier cela. On pourra rapidement étudier cela et être à même encore d'enchaîner avec le budget 2010. Eh bien, qui dit session budgétaire dit nouvelle session et donc un nouveau rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on sait que les 3 précédents ont été rejetés, qu'est-ce qui va être de celui-là à venir au mois d'octobre? Oh, bon, moi, vous savez, je ne peux pas présager de ce qui va arriver, mais ce que je sais, et normalement, si la cause est là, je pense qu'il faut aller régler le problème de la cause. Et pourquoi le premier avait été rejeté? Bon, il y a un rapport. Il y a une commission qui a été mise en place, il y a un rapport qui a été fait. Le rapport n'a pas été appelé en plénière. Moi, je pense que c'est ça qui a bloqué les autres rapports. Si on donne quitus au premier rapport, le reste, ça passera comme une lettre à la poste. Mais je pense qu'il faut remonter aux raisons pour lesquelles le premier rapport a été rejeté. La commission d'enquête parlementaire a été mise en place et puis le rapport déposé. Je pense qu'il faudrait nécessairement appeler ce rapport-là en plénière pour débloquer la situation. Nous sommes dans une dynamique de paix. Et c'est tout cela qui fait que nous disons, mais si on doit célébrer la paix, mais comment on va célébrer la paix et sans parler de ce qui a compromis la paix? Et c'est tout ça. Ce qui s'est passé à Kétou, il lui fallait de peu pour que vint une rébellion. Le peuple de Kétou, que je salue au passage, et qui est un peuple épris de paix, a su résister jusque-là. Jusque-là, on est passé de 19 conseillers sur 25 à moins de la moitié aujourd'hui, et qui fait que le choix du peuple de Kétou a été complètement galvaudé. Et aujourd'hui, le peuple de Kétou essaie de contenir sa colère, mais jusqu'à quand? On ne sait pas. Mais nous sommes un peuple épris de paix. On essaiera toujours de calmer, parce que même quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra toujours et le soleil va luire. Alors, donc, les autres questions, je pense que Agbou Diama a fait de précieuses contributions. De ce qu'il appelle par exemple le bradage du siège du Conseil de l'Entente à Cotonou. Ah oui, bon, vous voyez, c'est pourquoi je parle de contribution. Tout ça, ça participe de la déception du peuple béninois. Et
Et comme il nous le recommande, je pense que nous allons nous saisir des éléments d'appréciation pour demander au gouvernement de venir s'expliquer au niveau de l'Assemblée, parce que ça fait partie de nos prérogatives, le contrôle de l'action gouvernementale par rapport aux questions orales, questions écrites, questions d'actualité, et par rapport à tout ça. Donc, nous allons nous saisir de ce dossier et demander au gouvernement de s'expliquer, ce qui permettra au peuple de mieux comprendre. D'accord, merci. Et je pense que rapidement, nous allons dire que nous traversons aujourd'hui une recomposition du paysage politique et que nous avons vu que les micro-partis, ou du moins les partis qui ont seulement leur fief à un niveau donné, ne sont plus à même de conquérir seuls le pouvoir. Et c'est dans cette optique qu'il y a des grands regroupements aujourd'hui. Au niveau des GEF, je pense que ce n'est pas pour 2011 seulement. Je peux vous affirmer que c'est au-delà de 2011. C'est l'avenir même du Bénin qui est en jeu. C'est l'avenir politique même du Bénin qui est en jeu. Et par rapport à ça, je peux vous rassurer qu'au-delà de 2011, d'ailleurs, vous voyez que la LEPI se réalise pour 10 ans. Donc, on ne saurait s'arrêter seulement à 2011. L'élection, le recensement qui se fait maintenant conduira jusqu'à 10 ans plus tard. Donc, nous aussi, on est dans une dynamique d'aller plus loin. Alors, candidature unique, je pense que, je vous rassure que nous sommes sur la bonne voie et qu'on aura une candidature unique. Maintenant, en ce qui concerne candidat unique, et que ça ne soit pas un homme au soir, que ça ne soit pas un jeune, mais que ce soit une femme, je pense que M. Eugène est en train de poser des conditionnalités. Je pense qu'il faudrait qu'il fasse confiance aux leaders qui sont aussi épris de paix et qui veulent aussi le changement. Le changement, c'est-à-dire le changement du changement actuel. Par rapport à cela, je pense qu'il faudrait qu'il fasse confiance aux leaders politiques. Et par rapport à tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons, si c'est une femme qu'on choisit, que tout le monde accepte, si c'est un homme qui soit au crépuscule ou bien qui soit à l'aurore de sa vie politique, faisons-lui confiance et faisons confiance à nos leaders qui ont beaucoup attiré les espérants du passé pour mieux transcender l'aujourd'hui pour un demain meilleur. Alors, est-ce que aujourd'hui il y a la paix? Est-ce que les partis sont compétitifs et autres, tout ça? Je pense que c'est des contributions. On nous recommande de veiller au bon grain, de veiller au grain du moins, pour que la paix soit dans le pays. Je pense que c'est ça que nous faisons. Sinon, déjà, depuis qu'il y avait déjà des dérives autocratiques, depuis qu'il y avait déjà des dérives par rapport aux libertés démocratiques, aux libertés syndicales, l'atteinte à la liberté de réunion, car les réunions étaient interdites, les marches étaient interdites. Je n'en veux pour preuve que Mihalado, qui voulait se réunir, tout cela sont des germes qui pourraient, qu'on est en train de semer et qui pourraient entraver la paix. Nous allons essayer de veiller au gré pour que cette paix soit préservée dans notre pays. Mais une paix véritable et non une paix factice. Voilà. Merci surtout à vous, honorable Louis Vlabonou. Merci d'avoir fait le déplacement malgré vos préoccupations particulièrement nombreuses ce week-end.